Bonsoir. Ouais, j'ai pris mon temps, j'avais pas envie de me casser la gueule dès l'entrée. Ravi que vous soyez là, bienvenue à cette deuxième édition de Fanta Talks. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait, c'est un peu pour dire à vos parents ce que vous regardez sur internet, hein, parce qu'il n'y a pas que des vidéos de chats. Et je vais être accompagné par 5 invités, on va discuter ensemble et à la fin, vous pourrez intervenir, vous pourrez nous poser des questions, toutes les questions que vous voulez. Faites-moi un maximum de bruit pour Natou, s'il vous plaît. Yes. Un maximum de bruit pour John Rachid, s'il vous plaît. Voilà, je savais qu'il allait prendre des risques. Mes prochains invités forment un duo. Un maximum de bruit pour McFly et Carlito, s'il vous plaît. Le dernier invité, c'est un réalisateur. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Ludoc, s'il vous plaît. Ludoc, devine quelle place tu vas choisir. Je propose qu'on commence simplement à discuter ensemble. Moi, je vais avoir pas mal de questions à vous poser pendant un bon nombre de minutes avant de passer le micro dans la salle. Moi, ma première question, c'est est-ce que vous vous sentez youtubeur? Et est-ce que c'est un mot qui vous définit vraiment? Celui qui veut prendre la parole, il peut y aller. You got to know that some days with the guy we were just playing hanging around. Je suis allé à la piscine. And that's even like my mother. I think she's dit de ne sexy. pas courir au bord de la piscine. Maybe I want to make love with her, but sometimes. Malheureusement, j'ai couru au bord de la piscine. Oh, le gag niveau 1. Oui, je me sens youtubeur totalement. Tout ce qu'on fait, on le diffuse sur YouTube. Ouais. Ça nous permet de vivre. On est constamment en train de regarder, enfin on est en liaison avec YouTube constamment en fait, donc oui, je me sens vraiment youtubeur. C'est pas du tout une insulte, je trouve. Je me rappelle qu'à une époque, il y a quelques années, puisque moi j'étais encore plus chiant que maintenant, je me disais, youtubeur, c'est peut-être un peu... C'est bizarre, je sais pas, ce terme, ce nom, tu vois, cette terminologie. Et en fait, quand on l'est devenu, quand on s'est émancipé, quand on a reçu l'amour des gens et tout, je me suis dit, en fait, c'est ce terme. Tu sais, au début, je disais créateur de vidéos. Je fais des vidéos sur YouTube, je suis vidéaste. Moi, je suis vidéaste, moi, perso. Vidéaste, ouais. Moi, je dis encore, je suis vidéaste. Je suis le chiant de toi avant. Non, mais à partir du moment où on diffuse toutes les semaines et que ça représente toute notre vie, tout le temps, youtubeur. Natou, tu en penses quoi, toi? YouTubeuse, ça me va très bien. C'est juste que c'est la plateforme sur laquelle je poste des vidéos. Donc voilà. Après, c'est vrai que YouTubeur, ça englobe aussi le fait d'écrire ses vidéos. Donc un peu auteur, un peu comédien, De toute façon, plein ça, d'autres c'est choses. tout ce qu'on fait. On est comédien, C'est auteur, un etc. pack. Mais moi, ce terme me dérange uniquement, pas pour nous, parce que youtubeur c'est très bien, mais c'est quand d'autres l'utilisent, quand la télé l'utilise et pour nous réduire, ou d'autres comédiens, j'en ai vu dans le métier, qui nous utilisent pour réduire, bah mais c'est des youtubeurs, tu vois, c'est quand on l'utilise de manière réductrice, Condescendante même. condescendante même, que ça me gêne, mais sinon en soi, c'est un mot, et les mots, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Ludoc, Voilà. est-ce que c'est un mot que t'emploies avec les gens avec qui tu travailles? Moi, je vais me considérer comme vidéaste de youtubeur, on va plutôt dire ça. Je travaille avec les youtubeurs, mais je me considère pas comme youtubeur directement. Mais en fait, la difficulté, c'est que youtubeur, au début, c'était assez cool, je pense, parce que on était peu dessus et c'était un truc un peu, je pense, un peu quali, quand il y avait peu de créateurs. Et maintenant, en fait, c'est comme n'importe qui a un compte Instagram se dit Instagrammeur, modèle, photographe, etc. N'importe qui aujourd'hui qui a un compte YouTube se dit youtubeur. Et pour moi, c'est un vrai boulot derrière et on peut pas juste improviser en se disant j'ai un compte YouTube, j'ai fait 2 vidéos pour faire marrer les potes, je suis youtubeur. C'est ça la difficulté, c'est que pour moi, youtubeur, il y a un vrai boulot de création depuis des années, etc. Et maintenant, c'est mélangé avec plein d'autres termes. Putain, c'est exactement ça en français que je voulais dire. Ouais. En français, ça donnait ça. C'est avec plus de mots. Il a carrément bien dit ce qu'on voulait dire, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous considérez qu'en fait, qu'on vous étiquette comme youtubeur, ça puisse être un frein pour d'autres projets professionnels? Ça dépend qui le dit, je pense. C'est ça qui est bizarre. Je l'ai encore remarqué cet après-midi quand on faisait un repérage et la personne qui était assez âgée, on va dire, nous demandait c'est pour qui. On disait oui, c'est pour Norman, pour un comédien. Et dès qu'on a dit le mot c'est un youtubeur, personne a directement nié en mode ah ouais, non, moi je regarde pas ce genre de truc, etc. C'est assez bizarre. Mais tu es le premier témoin de cette chose-là dans le cinéma. Dans le cinéma, ça peut être aussi un peu réducteur quand on veut aller faire des films. Ouais, mais c'est un youtubeur, alors que moi je suis aussi comédien. Enfin, j'ai commencé comme ça. Moi, j'ai commencé comme comédien, j'ai pas commencé comme youtubeur. Tu peux créer des courts-métrages ou carrément même des longs-métrages comme l'avaient fait les Suricates. Et aussi, tu peux tout simplement faire ta morning routine, tu vois. Et manger violet pendant 24 heures ou faire un court-métrage. Ça se tient, c'est ça YouTube. C'est ça aussi YouTube, tu vois. Donc ça veut dire beaucoup de choses en fait. Si quelqu'un vous demande j'aimerais devenir youtubeur, comment faire, vous lui dites quoi? En fait, je dirais que youtubeur, c'est vraiment... en fait, c'est comme quelqu'un qui vient te dire je veux être sportif. Ok, ça se tient, mais c'est trop vague. Sportif de quoi? Tu veux être gymnaste? Tu veux nager? Et en fait, du coup, et c'est exactement pour youtubeur, c'est trop vague. C'est pas un métier à proprement parler, c'est un domaine. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire du sport, tu veux faire de la cuisine, tu veux faire de l'humour, tu vois? Déjà, ça suffit pas. Je pense que t'as envie de publier des vidéos sur YouTube, pourquoi pas, c'est ton média favori, mais tu dois essayer de déterminer
ta spécialité. Moi, à mon avis, le conseil que je donnerais, c'est sois intéressant. Moi, je regarde des youtubeurs qui ont 3000 vues, 4000 vues, qui parlent de cinéma et tout. Ils ont pas beaucoup de vues, hein, mais ils sont trop intéressants. Quand tu veux devenir youtubeur, bah, intéresse les gens. C'est juste ça. Et aussi au début de le faire vraiment pour s'amuser, quoi, pour son propre plaisir et ne pas se dire ah bah je vais devenir youtubeur, ça va devenir mon métier. Nous, en même temps, on a vraiment commencé au tout début où c'était par passion et pour rigoler, vraiment ou faire rigoler les potes. Il y avait pas d'argent. Et il y avait pas du tout cette notion, donc ce serait chouette que ouais, ceux qui se lancent aussi commencent comme ça, aussi en se disant c'est juste un loisir et je vais faire ça pour mon propre bonheur. Est-ce que c'est vraiment possible ça? Pour Ludoc, tu penses pas que c'est encore plus compliqué pour quelqu'un qui veut être juste réalisateur? Parce que quelque part, tu dépends des autres talents avec qui tu dois collaborer ou faire tes preuves avant. Donc c'est vrai que moi, à chaque fois, je me pose la question quand on me demande c'est quoi la solution miracle pour être youtubeur, pour réussir, etc. Et c'est très difficile. Moi, c'est parce qu'en effet, nous, on a commencé en mode, on faisait des vidéos, on les envoyait aux potes, et puis ça a marché au fur et à mesure, et ça a pris du temps. Il y en a beaucoup qui ont tendance à dire au bout de 2 mois, je fais 200 vues, c'est pas mon truc, ça marche pas. C'est si vrai. On faisait 200 vues nous aussi en fait. D'ailleurs, justement, pour parler des débuts, on va parler de questions un peu plus personnelles. Juste, ça a été quoi, vous, votre déclic qui vous a fait vous dire tiens, faut que j'essaye, faut que je commence, faut que... C'est vrai que c'est perso. Nous, ça nous concerne, nous, ça définit. Non, mais c'est. Parce que ma réponse sera pas celle des autres, mais on faisait des gags sans caméra, on faisait les mêmes gags. On allait en slip, on chantait un truc, on se livrait des pizzas à l'école. Il n'y avait pas de caméra. Donc nous, c'est notre amitié qui définit cette envie ensuite de divertir et de continuer. C'est ça la base de tout. Et ensuite, j'ai eu une caméra, si vous voulez tout savoir, que Stéphane Bern avait offerte à mon daron. Mon daron n'en a rien fait, toi-même tu sais. Il me l'a donné. J'ai pris la caméra, j'ai dit fais les trucs qu'on faisait au bahut. Ça a commencé comme ça. Natou? Moi aussi, c'est Stéphane Bern qui m'a donné une caméra. Au moment où j'ai commencé, j'étais policière. Et j'avais un mode de vie totalement décalé puisque je travaillais la nuit, donc de 21h à 5h du matin. Et du coup, quand j'avais mes congés, mes amis dormaient. C'était par exemple la nuit du mardi au mercredi ou en pleine semaine. Et en fait, j'aimais bien faire plein de blagues aussi. Et à ce moment-là, j'ai découvert les podcasts américains et je me suis dit, mais en fait, ça a l'air d'être à ma portée, de m'adresser aux gens en direct. Il n'y a pas besoin d'avoir des grosses notions de réalisation. Et mes bêtises, je peux les raconter avec ce format-là. Et je me suis lancée vraiment avec une caméra toute pourrie, pas de lumière, rien. Et je faisais ça la nuit. J'étais vraiment en train de filmer mes trucs marrant. de 3h à 6h du matin. Mais je suis contente d'être passée par là au moins pour avoir testé un métier qui est difficile et pouvoir savourer ce qui arrive en ce moment, quoi. C'est trop cool. Mohamed? Alors moi, c'est Shep Khaled, le chanteur à moustache, qui m'a offert une caméra. Ah, c'est ouf. C'est pas vrai. Non, moi j'avais un Skyblog, c'est tout à cause de Skyblog. J'avais un Skyblog. Putain, on a vraiment Vous 50 connaissez ans. Skyblog ou pas? J'avais créé un bon Skyblog avec des photos drôles et avec des textes drôles que je mettais. Et mes potes étaient morts de rire à chaque publication. Et je mettais sur Skyblog et génial. Et jusqu'au jour où la tectonique est arrivée. Et là, j'ai fait une parodie sur la tectonique. Et j'ai fait l'inventeur de la tectonique et j'avais pris la caméra d'un pote qui m'avait prêté juste pour une journée. Et il m'a filmé en bas de chez moi. J'ai fait ce truc-là, j'ai mis sur internet et 200 000 vues sur Dailymotion à l'époque. C'est vraiment beaucoup que tu te réveilles avec ça en 2 jours. Hein. Et tu te réveilles, tu fais waouh, qu'est-ce qui se passe? Et après, j'ai fait un téléfilm sur France 3, rien à voir, au hasard. Et le premier jour de tournage, j'ai fait ok, bah j'arrête tout, j'ai envie de faire ça toute ma vie en fait. Moi ça a mis, avec J'ai mal au rap, il y a 5 ans maintenant, c'est là que ça a marché, ça a mis 7 ans pour marcher du jour au lendemain. Et tout s'enchaîne quoi, tu fais beaucoup de trucs, tu fais des projets, et voilà voilà mon histoire, merci, au revoir. Wow. Ludoc, ton déclic? Moi je crois que j'allais au cinéma beaucoup, je filmais mes Playmobil quand j'étais petit, et après je faisais des vidéos avec des potes, dont Ludovic que je connais depuis la maternelle. Et même avant YouTube et Dailymotion, c'est-à-dire qu'avant, il fallait télécharger la vidéo avant même de la voir. Et donc tu t'es dit que tu voulais être réal Bah quand tu commences, en fait je me souviens que j'avais fait une vidéo au lycée, qu'on l'avait diffusée pour la fête avant le bac, et quand tu vois qu'il y a plusieurs classes qui la regardent et qui se mettent à rire, et que t'es au fond de la salle et que tu vois ça, tu te dis putain je peux faire rire les gens, je peux les faire kiffer, etc. Tu te dis bah je vais continuer, ça a l'air de plutôt bien marcher. Quand tu commences à diffuser sur le net et que tu as des retours aussi et que ça commence à marcher, tu te dis bah c'est ce que j'ai envie de faire. C'est ça qui est trop bien, tu fais des trucs dans ton coin et après tu les partages et t'as des retours immédiats et tu te dis c'est cool, et si en plus tu peux gagner ta vie en faisant ça, c'est trop bien. Mais moi je voulais juste rajouter qu'on a un point commun tous. Avant, quand les humoristes marchaient, quand ils naissaient, il fallait qu'ils passent par un média qui était la télé. Aujourd'hui, nous, grâce à ça, on a accès directement au public. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ça nous a évité de passer par des chemins qui font abandonner beaucoup d'artistes, qui ont fait abandonner beaucoup d'artistes de l'époque. Et là, quand tu as du talent et que tu bosses un peu, tout le monde le voit maintenant. Avant, il fallait être un peu pistonné, avoir du budget pour du matos, etc. Là, on voit des gars qui sortent de nulle part et qui cartonnent et c'est trop bien.
Voilà, Donc, c'est la juste- possibilité à tout le monde maintenant. D'ailleurs, là, tu parles de lien direct. On connaît le lien. Enfin, on sait qu'il y a une importance dans la régularité des publications pour garder un lien avec sa communauté, la faire grandir, etc. Comment maintenir un niveau de créativité constant, pardon. Est-ce qu'il y a une recette pour vous? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut un moment breaker. Je vois pas comment on peut pas faire. C'est impossible pour la créativité de pas prendre du recul un moment. C'est ce qui Aussi, s'appelle. Pardon. Ah merde, juste une phrase. Quoi? Non, mais vas-y, on se C'est ce coupe qui pas la s'appelle parole. les forceurs en fait. Nous on essaye de créer. C'est vrai que la contrainte c'est bien, mais faut pas forcer. Si on se dit qu'on force, bah soit on diffuse pas, ça arrive aussi. On n'a rien pour dimanche, tu vois, on va pas exagérer. Soit on part en vacances en Corse. Comment vous gérez, vous, votre régularité? Moi, je prends des bons breaks. Non, j'ai un petit rythme qui est le même depuis 8 ans. C'est genre une vidéo par mois. Et ça me va très bien. J'aime bien prendre le temps de faire les choses. La pression, moi, je pourrais pas faire comme vous. Je serais décédée depuis bien longtemps avec ce rythme-là. Mais on est deux déjà, nous. On a cette chance aussi. La pression, ça force à être créatif. T'as des trucs qui te sortent où tu te dis waouh, mais j'aurais jamais pensé à ça si j'avais pas l'urgence de le faire. Moi, je fais une vidéo par mois, j'essaye de faire une vidéo par mois. Voilà, comme Nat. Mais le truc, c'est que j'essaye de faire autre chose à côté. Donc, moi, j'aime pas sortir de vidéos que je trouve vite fait. Moi, j'aime bien faire de la fiction, j'aime jouer. Du coup, il faut que j'écrive, faut que ce soit préparé. Enfin, vraiment, les facecam, j'en fais. Tu vois, quand je fais des gemmes à l'orab, je fais des facecam. Mais c'est pas le truc qui me plaît le plus. Mais à partir du moment où tu emploies des gens, où tu dois faire des gens, bah, le rythme il se baisse un peu. Et surtout, j'essaye vraiment, et je m'y tiens, et c'est les commentaires que j'ai à chaque fois sous les vidéos, de faire de la qualité. Ouais, j'aime bien prendre mon temps pour pouvoir faire de belles œuvres qui restent. Moi j'ai connu un peu les deux périodes parce qu'au début, quand on a monté le studio Bagel, c'était 1 à 2 vidéos par semaine. Et je l'ai réalisé quasiment toute la première saison. Et c'était très cool parce qu'en effet, tu produis, tu crées tout le temps. Tu as une idée le lundi, tu l'écris le mardi, tu tournes le mercredi, tu diffuses le dimanche, tu montes. Enfin, tout allait très vite. Mais je rejoins aussi un peu sur le côté, au bout d'un moment, tu risques de tomber dans un côté un peu usine à gaz. Et moi, surtout en réalisation, je me souviens qu'au bout d'un moment, on tournait un peu en rond au niveau des idées, à faire toujours un peu les mêmes gimmicks de réal, toujours un peu les mêmes bidouilles, la même débrouille avec le budget, etc. Et là, du coup, je suis plus dans une phase plus calme où je fais moins de projets, mais je prends plus le temps pour les faire mieux. La création, elle a jamais eu autant de moyens qu'aujourd'hui. On voit de plus en plus de vidéos hyper travaillées qui coûtent beaucoup d'argent, etc. On peut dire que quelque part, ça se professionnalise vraiment. Et est-ce que pour vous, ça met pas en danger un peu un des fondements d'Internet qui est de faire des vidéos un peu au début à l'arrache avec les moyens du bord, comme on dit, le fait maison? Moi j'ai un truc vraiment rapidement, hein, je vais pas faire chier tout le monde, mais des fois je mets 5 ans à écrire une vidéo, 1 an à tourner, à la préparer, et ça fait 500 000 vues. Je parle du Fantôme de l'Opéra par exemple. 500 000 vues, et des fois je te jure que c'est vrai, la dernière fois j'ai mis 30 secondes à faire une vidéo où je fais Van Damme sur le Bottle Challenge. Et attention, et c'est vrai, sur Facebook vous allez voir les chiffres, 8 millions de vues. 8 millions. 30 secondes, 1 an le fantôme, 500 000 vues. Donc des fois les gens, c'est vrai qu'ils aiment bien les trucs à l'arrache. Ça m'a... Allez voir, il y a tous les chiffres. Quand tu regardes les vidéos Instagram d'ailleurs, celles qui marchent le plus, c'est vraiment les petites vidéos prises avec le téléphone en gros plan, en contre-plongée avec une lumière de merde, et c'est juste la blague en fait. Si la blague est drôle, ça n'a pas d'importance. Vraiment. Voilà, tant que c'est drôle, que ce soit produit, réalisé ou made, tant que c'est drôle, tant que c'est cool. Ici, on a des gens qui font de la fiction, toi aussi. C'est compliqué de faire la fiction. Ouais, bien Ça sûr. coûte cher, le CNC, ça met du temps. Pour vous, comme pour nous, comme tout le monde, c'est compliqué. Donc, je suis pas sûr déjà qu'il y ait autant de moyens que ça. Nous, on veut faire une fiction tous les 2-3 mois, c'est important. C'est tellement dur. Enfin, j'ai fait un vlog à Manchester avec mes copines, je suis partie, j'ai filmé vraiment avec une petite caméra. C'était parfait quoi, pas besoin de... C'était juste un trip. Aussi parce que les moyens de diffusion sont de plus en plus, les écrans sont de plus en plus grands, le débit est de plus en plus important, donc meilleure qualité, etc. Meilleur sono, etc. Donc c'est peut-être aussi un ensemble qui fait que tu as envie de produire un contenu encore plus quali quand tu peux le regarder dans des... En fait, il y a 10 ans, quand on a commencé, ça se regardait en SD dégueulasse avec un son mono dégueulasse, et il y avait peut-être, on s'en foutait un peu plus. Peut-être que là maintenant, avec les plus gros écrans, le fait qu'on a appris aussi à consommer YouTube, c'est-à-dire qu'il y a 5-6 ans, consommer une vidéo de plus de 10 minutes, c'était pas du tout envisageable. Maintenant, les gens commencent à s'y habituer, à se dire maintenant je peux me poser, je regarde et je vais passer du bon temps sur YouTube. Avant, c'était vraiment à l'arrache. Il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être la consommation a changé, donc peut-être que la production a suivi derrière. Mais il y a le truc de format qu'il a dit rapidement. Avant, je vous jure, quand on a commencé les vidéos, le premier truc qu'on se disait, c'était de se dire merde, il faut que ça fasse 3 minutes, pas plus. Aujourd'hui, je fais des vidéos de 20 minutes, de 30 minutes, et les gens les regardent autant que les vidéos de 3 minutes. Tout à fait. Ah, j'ai quelque chose, moi. Oui.
Il y a un truc, c'est ce qu'on appelle les OP. Donc les OP, c'est quand des marques nous payent pour faire des vidéos. Et nous, ces dernières années sur YouTube, ça a beaucoup changé le game. C'est-à-dire c'est des gens qui ont des sous, ok, c'est des marques, imagine Fanta, et qui nous disent faites une vidéo. Et nous, on leur donne une idée folle et les marques disent oui. Tu vois, on a un vrai rapport maintenant qui évolue bien. Avant, c'était compliqué avec les marques, là, ça va beaucoup mieux. Et ça veut dire qu'il y a des vidéos sincères avec de la thune, tu vois. Donc ce rapport, il change un peu le game. Mais par rapport à la question, ça concerne une partie assez infime de YouTube. Mais aujourd'hui, en plus, le public accepte beaucoup plus. Je sais pas si c'est démocratisé et ils comprennent qu'on a besoin de ça pour faire de belles vidéos. Moi, ma vidéo la plus vue, c'est ma meuf la Kaira et ça a été fait avec Fanta. Par exemple, quand il y a une marque qui participe à une vidéo, mais que la vidéo est vraiment cool, est-ce que ça vous dérange? Maintenant, non, mais à l'époque, Maintenant, je te jure, avant, ouais, mais à l'époque, t'as tu raison. disais. Mais parce qu'il y a des gens comme toi et plein d'autres gens qui ont fait des trucs bien avec. Ouais, bien sûr. C'est tout. D'ailleurs, en parlant de marque, cette année, donc, vous faites partie de Fanta XU 3. Pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un concours qui est organisé par Fanta. 14 candidats créateurs en fait de contenu sur YouTube qui essaient de décrocher une place pour récolter en fait un contrat de 100 000 € pour créer des vidéos sur YouTube. Donc il y a des équipes qui s'affrontent. Vous êtes vous des des coachs, voilà, Fanta. Et moi ma première question en fait sur ça, c'est quels sont les critères quand vous formez vos équipes? Ah bah, c'est juste le coup de cœur. Vraiment, tu regardes 200-300 vidéos et tu choisis une petite sélection de. Il y a eu autant de 20, participation 10, que ça. Énorme. On a un peu plus stratégisé cette année. La première année, on a fait vraiment coup de cœur. Mais comme il y avait différents profils, on s'était dit c'est sympa de mettre un réalisateur qui pourra aider des filles qui débutent un peu plus. C'était un simple duo. C'était trop bien d'avoir un peu ce mélange et l'équipe marchait bien. Il y avait une bonne Alchimie. Ludoc, toi, t'as animé aussi une masterclass où t'étais sur la réalisation et la post-production. T'avais 2 heures avec les créateurs. Ouais. Est-ce que déjà comment tu construis une masterclass pour ça? Et est-ce que c'est pas un sujet trop vaste pour ce que t'avais à faire? C'est super difficile de condenser en 2 heures. En fait, je l'ai construit comme on construit une vidéo, c'est-à-dire en 3 chapitres, la préparation, le tournage et la post-prod. Et après, j'ai juste essayé de combiner un peu toutes les différentes bidouilles et les différents trucs que j'ai pu avoir, mais sans rentrer dans les trucs trop techniques qu'on peut déjà trouver sur le net, mais plus d'avoir un retour d'expérience sur moi, ce que j'ai pu faire, comment on a pu se démerder avec pas grand-chose et faire des choses bien. Mais c'est vrai que c'est très difficile en 2 heures. Le concours Fanta XU, ça apporte quoi vraiment aux jeunes? Bah, je dirais humblement qu'ils ont déjà la chance de nous rencontrer. C'est vrai que c'est humble. Mais non, mais on échange, c'est ça qui est génial. Rien que ça, c'est fou en vrai. Les masterclass, les cours, tout ça, enfin. Moi, j'ai revu ce qu'on a vécu un peu avec le Stubagel, où tu mélanges plein de talents dans une même pièce et autour d'une même aventure, et où chacun a ses différentes spécialités, chacun s'apporte des trucs, et chacun grandit ensemble. Et c'est ça qui est ouf, et c'est qu'en effet, maintenant on les revoit, ils sont encore ensemble, même 1 an plus tard, et la saison aujourd'hui, je sens qu'ils vont continuer à faire des trucs ensemble. Et c'est un peu chacun s'est trouvé des nouveaux compères de route, et c'est trop cool en fait. Même si t'es pas spécialement fan, tu t'évolues au contact de gens qui font ce que t'as envie de faire. Comme métier, c'est ouf, c'est dingue, il n'y a pas d'autres opportunités comme ça, hein, franchement. Alors on va faire passer des micros dans la salle. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à lever la main. Déjà, bonsoir. Bonsoir. Et moi, j'avais une question parce que vous êtes vraiment youtubeur, mais par exemple, dans la rue, bah, vous vous faites reconnaître en 2 secondes. Je sais que Natou, dans des vidéos, il y a longtemps, tu disais qu'il y avait déjà des gens qui venaient toquer chez toi, des choses comme ça. Ah oui, j'ai dû déménager, moi. Oui, voilà. Et je voulais savoir si c'était pas compliqué, votre vie privée et la vie sur Instagram, sur YouTube, tout ça. C'est à la fois génial, parce que c'est trop bien d'avoir les gens qui te disent que ton travail les touche, leur plaît et tout. Parfois, c'est des situations assez cocasses parce que ça crée des situations où les gens ne savent pas trop comment réagir. Et après, il y a un truc qui est particulier, c'est bon là, ça nous correspond parce qu'on a des enfants. Je sais que moi, quand je suis vraiment avec mes enfants dehors au parc ou quoi, j'arrive pas à trop kiffer, pour être très honnête. Donc c'est un peu difficile dans ces moments-là. Mais sinon, en règle générale, faut dire ce qui est, les gens sont quand même très gentils, donc c'est largement viable, j'ai l'impression. Évidemment, c'est hyper plaisant, des gens qui t'aiment et qui viennent te le dire directement en face, c'est trop bien. C'est toujours bienveillant. C'est toujours bienveillant, à part quand ils sont bourrés et chiants. Mais sinon, ouais, quand t'es en famille, c'est le truc le plus relou, c'est en famille, moi. Je suis d'accord avec David. Ludoc peut-être? Oui, justement, je voulais. Oui, C'est Mais quand même vrai que ça t'arrive, en vrai, ça t'arrive pour de vrai aussi. c'est beaucoup plus rare. Oui, mais ça t'arrive. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme tu disais il y a tout à l'heure, il y a plus d'intermédiaires entre vous et le public, et du coup, il y a ce truc un peu bizarre on a tellement l'habitude de vous voir sur les téléphones en story du matin au soir que quand on les croise, on est en mode, bah, c'est mon pote et
quelquefois il y a une limite qui est un peu chelou. Bonjour. Bonsoir. Salut. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler chez Golette Moustache et chez Studio Bagel. Pour ma part, c'était la première fois que je tournais avec une vraie équipe de tournage, des ingénieurs du son, réalisateurs et avec d'autres comédiens. C'était le challenge, c'était de se dire on fait des choses que vous ne pourriez pas faire seul et on essaye d'amener une production value, une réalisation, des trucs un peu plus fous. Donc je pense que ce que ça nous a apporté, c'est un peu plus de budget, un peu plus d'encadrement pour faire des choses un peu plus folles. Et je suis désolé pour ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions. On espère qu'on a répondu à un maximum. Et puis merci à vous de vous être déplacés. Merci. C'était trop cool. Merci aux gars. Bravo. Faut que je m'allonge un peu en vrai avant de... C'était impressionnant de les voir en vrai, de les voir tous arriver comme ça. C'était super sympa. En fait, on les voit souvent de nos téléphones. Quand on regarde les vidéos sur YouTube, c'est vrai qu'on voit que le résultat final. Et puis la manière dont ils ont d'appréhender leur métier. Il y a aussi le fait de savoir comment ils créent une vidéo, comment ils ont l'inspiration. D'avoir leur point de vue sur YouTube surtout. Sachant qu'ils sont là depuis des années, les voir parler de toutes leurs anecdotes et tout leur travail. On a vraiment appris sur l'envers du décor, des choses comme ça. C'était intéressant, en tout cas, je trouve, de les rencontrer, prendre le temps, de leur découvrir leur métier aussi. C'est bien d'avoir savoir un peu ce qui se passe derrière et comment eux ils ressentent leur expérience aussi. J'essaye plus ou moins de regarder ce que mes enfants regardent sur Internet parce qu'il faut qu'on ait un moyen d'échange. Après, c'est vrai que c'est assez compliqué aussi de pouvoir tout contrôler de nos jours. C'est super de voir à quel point, comment ils sont quand ils travaillent en fait, même voir qu'ils travaillent ensemble, etc. Ça vaut le coup, je pense, d'y aller au moins une fois pour se rendre compte que c'est pas que des vidéos, il y a des gens derrière tout ça. C'est vrai que c'est pas tous qu'on a la chance de les voir, entre guillemets. Donc une occasion comme ça, il fallait peut-être pas la rater. Mais vraiment, c'était trop bien. Rendez-vous au prochain Fantatalks.